aussi un journaliste émérite et un formateur de la relève de la presse en Afrique francophone. Donc je vais commencer, si vous le voulez bien, par demander à Monsieur Godbye de nous présenter brièvement les résultats de ce sondage qui a été mené, je crois, auprès de quasiment 200 journalistes de la région pour savoir ce qu'il en ressort sur l'état de la couverture médiatique en matière environnementale et climatique aujourd'hui. Merci beaucoup et toutes mes excuses pour le retard. Donc, le rapport il est encore intermédiaire, c'est pas le rapport définitif. Et il ressort de ce rapport qu'il y a quelques points importants à souligner, mais avant de venir sur ces points, j'aimerais justement donner le profil de ceux qui ont participé à ce sondage. Donc, c'est 150 journalistes à peu près qui ont participé au 3e congrès du journalisme africain à Accra, qui se sont prêtés au jeu. Et il ressort justement de ce sondage que les femmes sont minoritaires. Ça, c'est le premier profil, autour de 31%. À la majorité masculine, malheureusement, alors que la politique d'Africa 21, c'est d'avoir la parité de 50-50. Ce n'était pas possible là, pour cette occasion-là, ce serait la prochaine. Et 60% des journalistes qui ont répondu sont des journalistes de la presse écrite, à peu près. Voilà, et de la radio. Il y a que très peu qui sont issus, en tout cas, du milieu télévisuel. Et le temps de travail pour 22%, c'est plus de 50 heures. Ça prouve que vraiment c'est un milieu où il y a une surexploitation, on peut dire, du temps de travail des gens, parce que 50 heures pour un salaire qui n'est pas tout à fait adéquat, c'est pas tout à fait, en tout cas, la règle du jeu. On remarque aussi qu'il y a une faible syndicalisation justement des journalistes. 69% n'appartiennent à aucun syndicat pour défendre leurs intérêts. Ça, c'est un souci. L'organisation des journalistes qui défend un peu les journalistes ne prouve pas que voilà, ce point justement de la syndicalisation des journalistes soit une priorité. Par contre, ces journalistes appartiennent à 64% à peu près aux organisations de défense des journalistes au niveau des droits humains. Là, au moins, c'est un point positif qu'on peut noter. Et ces journalistes appartiennent pour la plupart d'entre eux, 46% à peu près, aux petites structures qui comptent entre 1 personnes. Donc ce ne sont pas des grandes rédactions, ce ne sont pas des grandes structures. Il n'y a que 10% seulement d'entre eux qui appartiennent à des organisations ou à des organes qui ont plus de 200 personnes. Ça, c'est un souci. Et pour exercer leurs moyens, par contre leur travail, il y a beaucoup de soucis et 85% d'entre eux, donc l'écrasante majorité, déclarent avoir des problèmes justement matériels pour travailler. Ils signalent aussi que ces 3 dernières années, ils ont connu le souci financier, ce qui ne favorise pas un travail sain. Voilà, donc ça c'est à peu près, je vais dire, voilà le profil que dégagent justement les sondés, et ça donne en tout cas une image d'un travail qui pourra peut-être permettre d'améliorer leur condition, puisque nous sommes là aussi pour parler de quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, notamment au niveau de l'emploi des intelligences artificielles pour favoriser le travail. Ce n'est pas vraiment dans ces conditions-là qu'on peut vraiment avoir des améliorations un peu rapides. Voilà. Et avant peut-être d'aller plus loin au niveau justement, je ne sais pas si je dois m'arrêter là et reprendre plus tard parce que j'ai encore du temps. Il faut donner quand même un tout petit peu quelle est l'organisation que nous représentons à Africa 21. Moi je pense que c'est quand même une bonne chose que ceux qui sont là peut-être ne connaissent pas totalement. Donc Africa 21 il existe depuis déjà plus de 10 ans. C'est une association qui est là pour justement promouvoir tout ce qui est développement durable avec les partenaires du Nord et du Sud, et pour favoriser justement qu'en Afrique on puisse s'emparer de ces sujets-là et en faire justement une préoccupation majeure. Et les objectifs, il y en a plusieurs, mais
pour aller plus vite. J'essaye d'en dégager 3 précisément. Hein, c'est qu'il faut former un réseau. Et ce réseau, pour le moment, compte une centaine de journalistes, 150 à peu près. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 1500 journalistes pour qu'on puisse justement travailler et couvrir l'ensemble des préoccupations liées au développement durable. Le deuxième objectif qu'on peut justement mettre en exergue, c'est que ces journalistes puissent avoir accès aux informations pour avoir une compréhension tout à fait au niveau expert, pour leur permettre justement de transmettre les bonnes informations dans le contexte justement où il y a la désinformation et les fake news, que ces journalistes puissent être en mesure de transmettre les bonnes informations à leur public. Et pour terminer, que Africa a pour objectif aussi de mettre en contact les acteurs justement de la scène internationale liée au développement durable avec le milieu des médias et le niveau des journalistes pour justement traiter de ces questions-là. Ça, c'est vraiment on peut dire, les objectifs. Il y en a plusieurs, mais ça, ce sont les principaux que je voudrais justement qu'on puisse les noter. Alors, je ne sais pas si. Merci infiniment, Franck, pour la ponctualité. J'ai cru comprendre qu'un certain nombre des journalistes qui ont répondu à ce sondage ont fait des propositions, ont identifié des lacunes pour justement faire face à ces vulnérabilités économiques et parfois politiques des journalistes environnementaux et climatiques. J'ai noté en particulier une phrase qui m'a beaucoup marqué sur l'intelligence artificielle. Un de vos répondants note: c'est un outil comme un autre, c'est aux professionnels de l'utiliser à bon escient. Et je trouve que c'est vraiment empreint de sagesse, parce que tout y est. Effectivement, c'est un outil comme d'autres, et c'est aux professionnels d'apprendre à savoir l'utiliser à bon escient. Et à ce sujet, je voudrais que nos intervenants ici puissent prendre quelques minutes pour présenter les solutions qui existent à Genève. Peut-être, Michel, je te passe la parole pour nous présenter Geneva Solutions. Merci, Frédéric. Donc, Geneva Solutions, c'est un média digital qui a été lancé en 2020 et dont le but est vraiment de proposer une couverture journalistique sérieuse, mais aussi approfondie sur toutes les discussions, tous les débats internationaux, politiques qui ont lieu à Genève. Donc, comme vous le savez, Genève est composée d'une centaine d'organisations internationales, beaucoup qui sont composées d'États où des décisions au final politiques sont prises, qui ont des retombées aussi sur les populations locales. Et donc, notre but était vraiment proposer quelque chose, une couverture vraiment le plus poussée possible et le plus complète possible sur les différents sujets. Il y en a bien sûr déjà de la couverture journalistique à Genève, mais elle se centre souvent sur certains, les sujets un peu les plus connus, les plus lus. Mais il y a plein d'autres choses en fait qui se passent à Genève. Il y a plein d'idées qui émergent de Genève, et donc notre ambition, c'est déjà d'une part de proposer une couverture de sujets très, disons, ces discussions officielles, mais aussi de donner une place à ces initiatives qui peuvent naître à Genève et qui peuvent aussi devenir des solutions pour les problèmes qui peuvent être ensuite appliqués au terrain. Et puis leur donner un peu de visibilité, mais aussi en tant que médias indépendants, notre rôle est aussi de proposer un regard critique et de questionner aussi ce système multilatéral, souvent un peu abstrait, un peu opaque, que peut-être les gens ne connaissent pas forcément très bien, mais dont en fait au final, comme j'ai dit, il y a quand même un impact sur le quotidien des gens. Et donc en tant que média, en tant que journaliste, notre travail est aussi d'enquêter sur les problématiques, sur les faiblesses de ce système. Et puis sur un dernier point, je ne sais pas comment je suis le temps, ça va, ok. Et puis un dernier point qui est très important, qui rejoint un peu le sujet du jour, c'est la question de la désinformation.
on a un produit c'est un newsletter dont l'idée est de proposer un rendez-vous à nos lecteurs tous les matins où ils peuvent trouver toutes les informations pertinentes sur la Genève internationale, pouvoir suivre en fait tous les débats, toutes les discussions qui ont lieu à Genève à partir de sources fiables, parce que ce qu'on propose c'est une sélection d'articles, une sélection de contenus qui viennent de sources fiables dont je pense que nos lecteurs voilà, ils peuvent être sûrs d'avoir de l'information de qualité, et pour ça c'est un travail minutieux qu'on mène tous les jours, et j'en parlerai peut-être un peu plus après quand on rentre plus dans le vif du sujet de l'intelligence artificielle, mais ce travail de sélection, de curation d'articles, je ne sais pas si c'est un mot en français. Oui, j'ai oublié de dire, on a une plateforme en anglais, donc juste pour que vous sachiez, mais dans nos newsletters, on inclut aussi du contenu français, parce que bien sûr dans la Genève internationale, il y a quand même beaucoup de médias francophones qui couvrent l'actualité, donc on estime que c'est important aussi de leur donner une place dans nos newsletters. Et puis juste un dernier point peut-être, la particularité aussi de notre média est que notre contenu est libre de droit, et dont le but est vraiment de pouvoir permettre aux autres médias de reprendre nos articles et pouvoir avoir encore une fois une couverture de qualité, et puis pouvoir proposer ça à leurs lecteurs. Alors bien sûr, parfois ça nécessite des traductions, mais voilà, donc ça c'est en 5 minutes en quoi consiste notre projet. Et donc concrètement, comment ça se passerait pour un média qui serait intéressé par votre contenu? Alors normalement comment on fonctionne, il suffit de reprendre l'article, et puis de suivre, on a des guidelines comment il faut attribuer le crédit aux médias, et puis bien sûr aux journalistes, à l'auteur de l'article. Mais sinon, il suffit juste aussi de prendre contact avec nous et aussi nous dire s'ils sont intéressés par un tel sujet. On fonctionne beaucoup aussi par relation qu'on développe avec certains médias qu'on connaît déjà et qui on travaille souvent, et donc il y a peut-être une communication qui permet cet échange de contenu. Donc en somme, vous fonctionnez comme une agence de presse, sauf que vous êtes gratuit. Voilà, exactement, et plus petit. Mais bon, la Genève internationale est grande et multiforme. Quand on est à distance, quand on n'est pas spécialiste de ce sujet, c'est souvent un sujet complexe, difficile, les portes sont quand même difficiles à pousser parfois. Donc, vous faites le pont. Exactement. Très bien. Je précise à l'intention de notre public ici et à distance qu'à la fin de la présentation, il y aura une slide avec tous les URL, toutes les adresses internet qui permettent d'aller voir ces contenus. Donc, ce sera à votre disposition. Maintenant, je voudrais passer à quelque chose d'un peu plus pointu et d'un peu plus en relation avec l'intelligence artificielle. En vous passant la parole, Brigitte, vous allez nous parler de la question de l'intelligence artificielle appliquée aux questions climatiques. Oui, tout à fait. Bonjour. Merci à tous d'être ici. Je vais peut-être commencer par contredire M. Wallenegger quand il dit c'est un outil comme un autre, c'est aux professionnels de l'utiliser à bon escient. Il reprend cette phrase et en fait, je ne suis pas forcément d'accord avec. Pourquoi ? Moi, je représente une organisation internationale, l'ONU. Dans le mandat de l'ONU, il y a notamment pour l'Organisation météorologique mondiale, mais pour d'autres aussi, la mission de transmettre une information qui fait autorité. Donc une information fiable qui est basée scientifiquement et qui est basée sur les chiffres de l'ONU, les chiffres qui sont récoltés par l'ONU selon des processus très précis. Alors évidemment, pour nous, simplement faire confiance à l'intelligence artificielle et espérer que les journalistes à travers le monde vont trouver leur chemin vers des contenus qui font autorité, c'est pas aussi simple que ça. Et je vais vous le montrer avec cet exemple ici. Alors malheureusement, l'exemple que je vais vous montrer, je n'ai pas pu le faire en français parce qu'on travaille actuellement à l'OMM sur un pilote, une intelligence artificielle
qui va aller rechercher, selon les questions que posent nos membres, hein, pour le moment c'est un outil interne, il va aller rechercher la réponse uniquement dans les documents officiels ou les rapports qui ont été publiés par l'Organisation météorologique mondiale, en faisant abstraction de tout le reste de l'information qui pourrait se trouver en ligne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon là, on est sur un pilote où il y a on va dire, entre 300 et 500 documents qui ont été ajoutés à la base de données. Mais si ce pilote devient un produit, ce qu'on espère qu'il va se développer dans les mois qui viennent, bien, on pourra avoir toute la bibliothèque de l'OMM qui va pouvoir être condensée dans une base de données et donner des réponses. Alors vous, journalistes à travers le monde, quand vous avez une question sur le changement climatique ou quand vous traitez d'une question particulière, là on a un exemple où on a posé à ChatGPT: est-ce qu'on doit s'attendre à davantage d'inondations en Amérique du Sud dans le futur? Donc c'est une question assez générale, mais qui est souvent le type de question que les journalistes se posent. Ce n'est pas toujours des questions très complexes et très détaillées, et parfois on a juste besoin de savoir si ce sera le cas ou pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on pose cette question à ChatGPT? Il va nous sortir une réponse très jolie, hein, en 2 paragraphes, c'est idéal, c'est très concis, c'est ramassé, et on a une réponse qui dit oui, il y aura probablement un peu plus, mais voilà. Le journaliste qui prend ces 2 paragraphes et qui les copie-colle dans son article fait une erreur déontologique majeure. Il ne vérifie pas ses sources. Alors quand je demande à ChatGPT quelles sont les sources que vous avez utilisées pour créer cette réponse, on peut voir que parmi les sources, il y a toutes sortes de choses. Il y a des sources qui font autorité, comme le rapport du GIEC, mais il y a la recherche. Alors qu'est-ce que c'est que la recherche en ligne, hein? Il peut y avoir des recherches plus ou moins sérieuses, qui font plus ou moins autorité selon d'où elles viennent. Des gouvernements qui peuvent produire de l'information, des ONG, des articles de toutes sortes de médias, etc. Et donc là, on est face à un problème, c'est que les sources qui sont citées là, elles ne font pas autorité, ou en tout cas le journaliste ne peut pas se baser sur ces sources. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un outil comme un autre. Le professionnel peut essayer de l'utiliser à bon escient ou du mieux qu'il peut, mais là en l'occurrence, en posant cette question-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien, pas grand-chose en fait. Il peut demander quelles sont les sources, mais ça ne va pas l'aider à produire son article. Alors l'outil qu'on a mis en place sous forme de pilote actuellement, ce n'est pas un outil officiel, donc ne vous y fiez pas dans votre travail journalistique aujourd'hui, mais on va tenter dans les prochains mois de rendre cet outil, entre guillemets, public, en tout cas pour un certain nombre de personnes, pour le tester et pour voir comment l'intelligence artificielle peut répondre à ces questions en ne se basant que sur des sources fiables. Alors ici, vous voyez qu'à la même question, le chat de l'OMM répond toute une série de phrases, et chacune de ces phrases est sourcée avec un document qui démontre que l'information a été prise sur une source fiable. Voilà, pour nous, à l'OMM, ce sera dans les prochains mois l'activité majeure pour combattre la désinformation. Parce que finalement, on peut aller sur Twitter et on peut décider que Twitter, il faut absolument répondre à chacune des attaques, à chacune des informations, des climate denialists, comme on dit en bon français. On peut essayer de répondre à tout le monde, mais on n'y arrive pas. Ça, c'est la réalité. Les climato-sceptiques, voilà, ils ont un champ d'action qui n'est pas gérable par des organisations comme les nôtres. Donc la seule réponse qu'on peut donner, c'est de donner accès à l'information et de donner accès à des sources fiables. Voilà. Merci beaucoup. Michel, vous voulez réagir aux erreurs déontologiques majeures? Alors, Je trappe. c'est pas grave, il faut rester là. Bon, déjà, je trouve que l'outil est hyper intéressant. C'est marrant parce que ChatGPT, moi-même, j'ai commencé à jouer avec pour voir comment est-ce qu'en tant que journaliste, on peut se servir de cet outil. Et cette question, par exemple, de ne pas voir les sources, de ne pas savoir d'où vient l'information, et je pense un questionnement, même un automatisme que tout journaliste sérieux doit avoir. Et donc, au final, même si l'outil, même si la technologie
elle est nouvelle, au final, ça revient à des fondements de notre métier qui sont là et puis qu'en fait, si on les applique comme il faut, on ne devrait pas se tromper. Alors, il y a d'autres pressions, il y a d'autres raisons pour lesquelles dans notre métier, comme plein d'autres métiers, on est aussi sous pression économique, on est sous pression de, voilà, il faut produire plus, il faut, voilà, pour rester, comment dire, suivre le flux tendu des news. Mais je pense qu'il faut donner un peu de crédit aux journalistes. Je pense que si on a une conscience et une formation déontologique solide, ces outils ne devraient pas nous induire dans des mauvaises pratiques. Mais par contre, ils peuvent être des outils intéressants à utiliser qui peuvent, par exemple, comme quand on interviewe quelqu'un et par exemple on peut avoir, quand une personne nous donne des informations, nous on peut écouter cet expert ou cet témoin nous raconter quelque chose, mais ça ne veut pas dire que les informations qu'on prend, elles sont justes. Donc on doit toujours faire un travail de vérification, que ce soit l'IA qui nous le dise ou que ce soit une personne qui nous le dise. Donc voilà. Je voudrais donner. Franck ? Oui, c'était juste pour compléter ma consœur par rapport justement à cette question liée au copier-coller par rapport à l'outil ChatGPT, qui n'est pas le seul outil d'ailleurs. On peut dire que si le journaliste s'arrête juste à cette activité-là, c'est qu'il ne fait pas son travail de journaliste. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est une accélération de son travail de recherche. Donc on gagne du temps par rapport à ça, mais le reste du travail en tant que journaliste reste à faire. Qu'est-ce qu'on apporte? Quoi de neuf? C'est la question la plus importante qui doit se poser à chaque fois. Si on fait notre travail, c'est quoi apporter une information tout à fait originale, tout à fait qui répond à des questions que nous savons tous, qui doit informer de façon authentique les lecteurs ou les spectateurs pour ceux qui travaillent à la télévision ou en ligne pour ceux qui lisent justement sur le site. Donc, si le journaliste s'arrête juste à reprendre, c'est déjà du contenu, parce que ChatGPT s'est entraîné avec du contenu déjà publié. Donc ce n'est pas on peut dire une création de l'outil même, mais c'est justement du contenu des autres. Donc voilà, c'est pour lui permettre justement d'avancer plus vite dans la recherche d'information. Ce que je voulais dire. Tout à fait. Oui. Je crois que les répondants du sondage Africa 21 sont d'accord. J'ai une autre citation, je vais peut-être caricaturer tout à l'heure. Quelqu'un qui nous dit l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait faciliter la collecte, l'analyse et la présentation des données, permettant aux journalistes de produire des contenus de manière plus efficace et précise, à condition justement d'appliquer les règles de l'art. Je crois que c'est la teneur du message. Après, on nous dit aussi une chose importante, en anglais je vais traduire à la volée, que l'intelligence artificielle va désavantager ceux qui ne peuvent pas y accéder et rendre leur travail moins compétitif. Je pense que c'est un message important aussi, et ça fait partie des objectifs de cette session, de montrer ce qui existe. Je vais passer rapidement sur quelques exemples de ressources qui sont ici à Genève ou ailleurs. La première chose, c'est la plateforme Odile, une plateforme de lutte contre les fausses nouvelles. C'est un outil développé par l'Organisation internationale de la francophonie et dont j'ignorais personnellement l'existence jusqu'à hier. Donc je partage mon savoir frais et je vous encourage à aller faire un tour parce qu'il y a vraiment un portefeuille de ressources assez impressionnant. Autre ressource, l'Union européenne de radiodiffusion, EBU en anglais, qui a une académie spécialisée sur l'intelligence artificielle. Je pense que la plupart, sinon tous les cours sont en anglais, ce qui évidemment représente un autre handicap pour les gens qui ne sont pas de cette langue maternelle-là. Et puis, je voudrais encore mentionner deux événements encore Diplo Foundation, pardon, notre spécialiste dans tout ce qui est diplomatie et technologie numérique, qui a un stand ici au rez-de-chaussée. Ne manquez pas, si vous êtes au SMSI, personnellement d'aller faire un tour. Les sessions de vendredi, session 217 sur une publication récente du Centre du commerce international sur l'intelligence artificielle.
officielle, c'est une session en anglais vendredi à 11 h, soit ici, soit en ligne. Et puis vendredi toute la journée, un atelier dans le cadre de SMSI sur la détection des deepfakes. Alors évidemment, c'est un investissement en temps, mais je trouve que le sujet est vraiment passionnant et c'est dans le cadre du sommet de l'IA pour la bonne cause, AI for Good. Comme promis, voici tous les liens qu'on va remettre dans un instant, mais avant ça, je voudrais faire réagir Jalal, qui doit être toujours en ligne. Jalal, vous nous entendez? Micro. Oui, je vous entends très bien. Donc je pense que c'est intéressant pour l'ensemble des personnes ici d'avoir aussi votre point de vue de formateur et de professionnel sur ces outils de formation continue pour les journalistes débutants, mais aussi pour les journalistes aguerris qui doivent faire face à ces révolutions. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Tout d'abord, je suis honoré de participer avec vous à cette table ronde. En tant que formateur, j'ai constaté ces dernières années, ces 3-4 dernières années, un engouement des jeunes journalistes ici au Maroc et dans les pays du Maghreb pour les nouvelles solutions et applications liées à l'intelligence artificielle et la pratique du métier. Moi-même, j'ai dispensé des formations sur le data journalisme, la vérification de l'information, la cybersécurité pour les journalistes, mais aussi la couverture des questions liées aux droits humains. J'ai observé que beaucoup de jeunes se concentrent principalement, malheureusement, sur les outils, en négligeant les règles de base de recoupement ou de vérification d'informations. À mon avis, pour trouver ou pour remédier à ça, il fallait, moi-même j'ai modifié et amélioré les contenus de formation afin de contextualiser, de faire une certaine contextualisation de ces outils, ces nouvelles techniques, tout en insistant sur les principes fondamentaux du métier. Il était aussi préoccupant pour moi de constater que certains journalistes font une confiance aveugle aux solutions de l'IA, sans prendre le temps de vérifier les résultats, les outputs. J'ai également remarqué qu'une ou deux journées de formation, par exemple, ne suffisent pas pour maîtriser les outils et les méthodes d'utilisation. Par exemple, je donnerai ici l'exemple du data journalisme et quelques outils de travail comme Flourish, Infogrames ou Data Wrapper, qui nécessitent plusieurs jours de formation pour être maîtrisés. Le programme Google pour apprendre les techniques du data journalisme est étalé sur 4 semaines. C'est un exemple qui montre qu'il faut du temps pour pouvoir apprendre, comprendre, assimiler ces outils. Mais malheureusement, ici au Maroc, certaines associations qui lancent des formations, ils n'ont pas assez de moyens pour financer ou payer le formateur, le spécialiste qui va chapeauter ces formations de longue durée. En conséquence, les connaissances acquises sont souvent oubliées avec le temps et ne sont pas utilisées de manière optimale dans les rédactions. Cela est particulièrement vrai pour les solutions d'application open source conçues pour garantir la cybersécurité des journalistes, car beaucoup sont formatés, malheureusement, nos journalistes sont formatés pour utiliser des solutions non sécurisées et risquées. Alors qu'aujourd'hui, il existe une panoplie de produits, de solutions développées qui leur permettent de se protéger à tous les niveaux. Je noterai aussi le manque de moyens pour pouvoir payer les abonnements. Moi, en tant que journaliste, je me limite en fin de compte à l'utilisation des versions gratuites. Est-ce que j'ai les moyens de payer ChatGPT, Gemini, je n'ai pas les autres moyens ou les autres outils de production d'images, d'imagination de scènes pour pouvoir diversifier, enrichir mes articles? Non, je n'ai pas les moyens. J'utilise ce qui me permet peut-être de connaître, d'améliorer mes connaissances par rapport à un outil, mais en fin de compte, je me bloque et j'essaie de trouver un autre outil qui est gratos. Alors, bien que, comme j'ai dit, que de nombreux journalistes, notamment les plus jeunes, utilisent l'IA pour la recherche, la collecte d'informations, l'analyse de données, le fact-checking, peut-être la traduction automatique, la réalisation de résumés de gros documents.
Cette utilisation reste rare, aléatoire et non consciente des rôles de chaque outil dans l'architecture du métier et sa pratique. En réalité, j'ai observé que la majorité des journalistes utilisent l'IA principalement pour la génération automatique d'articles basés sur peut-être des données fournies. Et c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, la charge du travail est élevée. Les professionnels des médias au Maroc, par exemple, sont souvent contraints de produire un volume important de contenu. À titre d'exemple, un journaliste peut produire l'équivalent de 4 pages de contenu par jour. Deuxième argument, c'est que justification financière salariale, les faibles rémunérations poussant certains journalistes à laisser les IA faire leur travail, et parfois même le patron de presse menace de remplacer son journaliste par des outils de l'IA comme ChatGPT s'il n'augmente pas sa productivité. À cela, ça peut s'ajouter un écosystème médiatique national peine à assimiler et intégrer ces solutions de manière naturelle dans sa pratique quotidienne, faute de préparation adéquate et progressive. Aussi, les organes de régulation ainsi que les cadres juridiques sont depuis plusieurs années en déphasage, gelés ou fonctionnent de manière inefficace pour accompagner ces écosystèmes de changement que connaît le métier. En fin de compte, le traitement ou la pratique quotidienne des journalistes reste un parcours personnel. Celui qui est capable d'améliorer ses compétences, ses connaissances par rapport à ça, il le fait selon le temps, selon les ressources et selon aussi son environnement. Voilà en général. Peut-être à la fin, on peut donner des recommandations pour voir comment améliorer la situation en Afrique. Merci beaucoup, pour Gérald. votre écoute. C'était Oui. un résumé tout à fait remarquable. J'ai noté l'utilisation rare, aléatoire et non consciente des risques. Je pense que c'est extrêmement bien résumé. Donnant suite à votre suggestion, je propose qu'on essaye aujourd'hui ensemble ici d'émettre des recommandations, de savoir ce qu'il faut faire. On a vu les risques, on a vu les ressources qui sont disponibles ici à Genève, et je voudrais ouvrir le champ de la discussion au public et à mes partners in crime ici. Quelle est la priorité à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut sauver ces journalistes pour pouvoir assimiler les changements rapides. La première des choses, c'est revoir les cursus de formation journalistique. Je parle du contexte marocain, je pense qu'il est un peu développé par rapport à plusieurs pays africains. Mais en général, les pays de l'Afrique du Nord se ressemblent dans leur méthode et cursus de formation de journalistes. Alors, il faut faire une révision totale de ces cursus en intégrant ou en rendant cette composante de l'intelligence artificielle une matière prioritaire, quotidienne, pour ces jeunes journalistes. Et pour sauver un peu une autre catégorie de journalistes qui sont déjà dans le métier, il faut encourager aussi les institutions publiques, par exemple le journalistique public, les médias publics au Maroc, à rendre cette question d'intelligence artificielle une composante essentielle dans leur organigramme. Par exemple, quelques médias ils ont commencé déjà à le faire, comme l'Agence nationale de la presse, qui est la MAP, qui a déjà créé un département qui travaille sur l'intelligence artificielle. Mais ce qui manque, c'est les personnes qui forment comment utiliser ces outils, et deuxième des choses, les ressources qui peuvent travailler. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche, je dirais, holistique, pour une formation continue, pour une réforme un peu générale qui touchera les médias publics et qui touchera aussi le secteur privé qui reste faible et qui gère son quotidien par des moyens aussi très faibles. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la question de ce patron qui menace son journaliste de le remplacer par un ChatGPT qui ne connaît même pas c'est quoi les effets, les conséquences de cette menace. Surtout que une chose très importante oubliée par beaucoup de gens, c'est que l'intelligence artificielle reste très basique quand on parle de la langue arabe ou les langues locales. Au Maroc, on a
3, par exemple, variétés de dialectal, la mazir. On a la darija, le dialectal, c'est une dérive de la langue arabe qui est mélangée en français avec l'anglais. Alors, pour parler, pour écouter les gens, pour récolter les témoignages, pour tout ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Le journaliste doit le faire d'une façon traditionnelle. Peut-être l'intelligence artificielle peut l'aider par la suite pour résumer, pour sortir avec, je ne dirais pas des conclusions, mais plutôt équilibrer son travail sur la base des règles journalistiques et éthiques, pour lui montrer, voilà, une faute éthique ici, il faut l'éviter, cette photo ne doit pas être publiée de telle façon, cette vidéo, on doit cacher le visage d'un enfant, il ne doit pas être publié d'une telle façon, et ainsi de suite. Cette problématique de la langue arabe et aussi des langues dialectales locales pose aussi un grand problème par rapport à la qualité de la production journalistique. Il faut faire attention à ça. Et c'est une question pas seulement liée au Maroc, mais liée aussi au monde arabe, qui, à mon avis, n'investit pas assez pour avoir une place dans le contenu mondial sur Internet et aussi dans le développement des solutions. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des initiatives lancées par plusieurs États, surtout au Moyen-Orient, où il y a plus de moyens. On a lancé des programmes pour accompagner et pour rattraper un peu ce développement rapide, mais il reste beaucoup à faire aujourd'hui. C'est aussi une question de volonté politique à mon avis. Voilà. Merci beaucoup. À part la formation et les contextes locaux, c'est aussi une volonté politique. Merci beaucoup, Jonathan. Je vois qu'on a une question en salle et puis après je passerai la parole. Bon, ouais, moi c'est Jeannot, stagiaire à Africa 21. En fait, moi je pense que déjà il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, vu qu'on est maintenant dans un monde hyper connecté, on est appelé à vivre avec les IA. Ça c'est une évidence. On est appelé à vivre. Maintenant, comment les utiliser pour pouvoir voilà, travailler tous les jours, par exemple dans le domaine du journalistique? Moi je dirais qu'en fait il faut vraiment mettre l'accent sur la formation. La formation, voilà, former par exemple une mise à jour pour les anciens journalistes, les doyens qui sont dans le domaine, et maintenant une formation bien structurée pour les nouveaux, les jeunes qui arrivent. Et maintenant, il faut, en fait, vu que le journalisme, il y a les déontologies à respecter, bien sûr. Du coup, quand on prend tout ça, et la personne humaine aussi, on est doté de discernement, tout et tout. Donc, on prend pas tout ce qui est sur les ChatGPT ou les IA pour copier-coller. Les IA sont très importants aussi, par exemple, voilà, quand tu vas faire un interview, par exemple, et que voilà, c'est une heure de traduction, tout et tout. Moi, par exemple, en sociologie, on nous enseigne en fait qu'une heure de traduction, il te faut 4 heures de temps pour le faire. Donc, l'IA peut te le faire, mais après, il faut vérifier aussi. Donc, moi, il faut ce que je pourrais dire, il faut vraiment miser sur la formation. Et la question qui vient après, c'est comment intégrer cette formation dans les écoles journalistiques qui existent. Voilà. Tout ça. Oui, si vous permettez, j'ai un élément de réponse, même deux. Et ça fait suite justement à ce que disait tout à l'heure Jalal par rapport justement à la précarité des rédactions. Ça, il faut aussi le souligner. C'est pas une solution de facilité. Utiliser l'IA, c'est se compliquer encore la tâche quand on n'a pas les moyens. C'est clair, comme il dit, il n'y a que la version gratuite, etc. Et c'est de l'information dégradée qu'on utilise. Mais moi, je voudrais prendre la chose dans l'autre sens. Parce que j'étais très interpellé par le fait que les grands journaux américains, dans des pays justement où il y a ce bouillonnement, notamment des solutions IA, donc les États-Unis, où les journaux commencent par s'inquiéter vraiment et faire en sorte que les promoteurs justement de ces outils, notamment OpenAI avec ce fameux ChatGPT et les autres, puissent ne plus utiliser le contenu des journaux, notamment l'Empire Murdoch maintenant a intenté un procès justement contre OpenAI et ils ont tout à fait, pour la première fois, et ça c'est quelque chose aussi qu'on peut suivre en Afrique, faire en sorte que, parce que les informations sont à disposition, on peut dire, de n'importe qui gratuitement,
pour qu'il y ait un modèle économique qui permette justement à ces rédactions de pouvoir avoir de quoi continuer à faire leur travail, donner aux journalistes les moyens de se former, les moyens de travailler et d'avoir de bons outils et non des outils au rabais, il faudrait que les promoteurs de ces outils qui entraînent leur intelligence artificielle avec le contenu des journaux puissent payer. Et Murdoch justement a pu, grâce justement à ce procès, menace plutôt le procès, a fait plier OpenAI, ils ont signé un accord, et donc maintenant c'est 250 millions de dollars par an pour que OpenAI puisse vraiment avoir accès au contenu de Wall Street Journal et d'autres titres justement de l'Empire Murdoch pour pouvoir continuer à entraîner. Donc voilà, il y a cette démarche gagnant-gagnant qu'il faut faire. En Afrique, justement, il y a ce problème qui est aussi lié, en tout cas, à cette faiblesse juridique, le fait que les journaux évoluent dans des cadres un peu désordonnés, on ne peut pas justement avoir cette protection-là. Et il va falloir peut-être prendre l'exemple sur d'autres parties du monde qui se sont dotés de moyens pour le moment. Ce n'est pas encore l'idéal, mais c'est un embryon. Et moi, je trouve, par exemple, l'exemple européen avec les AI Act, qui permettent aujourd'hui, maintenant, de mettre des barrières pour qu'il y ait moins de plagiat, pour qu'il y ait aussi protection de tout ce qui est droit d'auteur, etc., permettre aux journaux de survivre. Sinon, les journaux vont disparaître et on ne parlera même plus de journalisme. Et l'information, ça servira. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je veux rajouter juste deux points. Un, peut-être une recommandation beaucoup plus pratique. Il est vrai que, je rejoins ce que le collègue en ligne a dit, le parcours, disons, d'apprentissage pour maîtriser des nouveaux outils, pour le journaliste, il est souvent très solitaire. Et en réalité, la plupart de journalistes, moi-même, moi comprise, on ne voit pas des formations continues, on n'assiste pas à des formations, on apprend en faisant. Et en fait, beaucoup de ces outils, la seule façon de les connaître, mais aussi comprendre les risques, c'est en les utilisant, en les testant. Et quelque chose que nous, on a un peu mis en place dans notre rédaction, on a une très petite rédaction, mais est-ce qu'elle peut aider en attendant que les nouvelles formations, enfin voilà, les formations journalistiques évoluent pour les prochaines générations, c'est en s'appuyant aussi entre collègues. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un outil qui nous intéresse, qu'on aimerait tester, qu'on voit que ça pourrait nous faire gagner en efficience, en fait, on le teste entre tous, on en discute, on met en place aussi des pratiques. On sait que ça va être soit ça va être une étape de base, ou ça va être une étape complémentaire, mais qui va toujours venir renforcer, on va dire, notre travail de base, et nous va peut-être faire gagner du temps, mais qui nécessite toujours d'une vérification derrière, être sûr en fait, l'utilisation elle est encadrée, et je pense que quand on en discute en rédaction, souvent quand on a des petites rédactions, peut-être dans des gros médias, c'est un peu différent, ils ont peut-être plus de capacités pour former leurs journalistes, mais dans des petites structures, je pense que c'est très aidant en fait, de partager cette expérience, et même entre différents médias. Je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et puis, dans un sens un peu plus large, je dirais aussi, je pense que, et c'est tout à notre avantage, qu'on est des journalistes, et donc on peut s'intéresser aussi aux transformations de la société par l'arrivée des intelligences artificielles à travers notre travail. Et ça nous permet aussi de mieux connaître les enjeux, mieux les maîtriser. Je pense que le temps où on avait un journaliste technologie qui couvrait toutes les nouveaux produits et tout ça qui sortaient, ce temps-là il est révolu. Maintenant, il faut que tous les journalistes, que ce soit économique, que ce soit culturel, que ce soit de droits humains, que s'intéressent en fait aux questions sociales et aux enjeux plus larges en fait des nouvelles technologies. Et je pense qu'à travers ce travail-là, de toute façon, qui est le cœur de notre métier, on pourra mieux maîtriser aussi les changements qui peuvent arriver dans notre métier. Absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, d'autant plus que nous vivons de plus en plus dans un monde digital
qui est de moins en moins formé d'espace public et de plus en plus formé de bulles de filtrage. Et donc je pense que les journalistes ont un rôle d'autant plus important à ce sujet. Michel, merci d'avoir mentionné l'appui entre collègues, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Je vois que le secrétaire général d'Africa 21 sourit. Je pense que des initiatives comme la vôtre ont peut-être un rôle à jouer aussi dans la mise en réseau des journalistes, notamment pour des langues autres que l'anglais, et de la capacité à s'approprier ces outils, et aussi peut-être à faire pression sur les agences multilatérales pour qu'elles mettent à disposition d'autres langues que l'anglais dans leurs outils basés sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas penser à des outils de partage d'informations, parce que finalement c'est ça, hein, l'intelligence artificielle, elle est là que pour organiser une information qu'on vient mettre sur une base de données, dans le cadre d'un outil propriétaire comme celui que j'ai montré. Mais s'il n'est pas décliné, en tout cas dans toutes les langues de l'ONU, il perd un peu de sa valeur. Maintenant, il faut voir aussi quel est l'investissement qui est fait dedans. Aujourd'hui, toutes les langues ne sont pas égales face à l'intelligence artificielle, donc les outils d'intelligence artificielle, certaines langues comme l'arabe, je sais, sont très en retard sur le développement des réponses en intelligence artificielle dans les systèmes qui existent aujourd'hui, hein, qu'on utilise nous aussi. Je pense qu'il va falloir peut-être 5 ans, peut-être que je suis trop pessimiste, hein, mais jusqu'à ce qu'on puisse dire qu'on a des intelligences artificielles multilingues. Aujourd'hui, ça vaut probablement la peine de développer les langues qui sont les plus à jour au niveau du développement, et puis ensuite voir pour la suite, et pourquoi pas pour les langues. On l'a vu sur le sous-titrage des vidéos, hein, on peut maintenant produire une vidéo en faisant bouger les lèvres. Une personne peut parler 50 langues différentes, donc on n'est pas loin en fait. Il manque juste peut-être une petite étape. Mais je voudrais juste profiter d'avoir la parole, si vous me permettez, pour parler d'une information qui m'a beaucoup surprise lors de la dernière table ronde à la Maison de la Presse, ici, au Club de la Presse Suisse, où il y avait un journaliste du Temps, donc le Temps c'est un quotidien ici à Genève, qui expliquait et qui nous a appris qu'en fait de plus en plus de médias fermaient leur compte Twitter. Parce qu'il y avait justement trop de bruit, trop de désinformation, trop de difficultés à répondre à chaque attaque qui était faite, y compris contre des journalistes, etc. Je pense qu'on est en train d'assister à une grosse transformation du monde des médias, de la même ampleur que celle qui a eu lieu au moment où les réseaux sociaux se sont mis à travailler avec les journalistes pour informer les journalistes, etc. Twitter était une source d'information pour les journalistes, mais aussi une source de diffusion. Enfin, c'est par Twitter qu'on diffusait l'information. Si certains médias, certains gros médias, la RTS c'en est un, mais il y en a d'autres, qui sont en train de fermer leur compte Twitter, ça signifie qu'on a compris une chose importante, c'est que probablement que le résumé à l'excès l'information était devenu dangereux. Et c'est une première phase vers la compréhension que l'information doit quand même être fabriquée par des journalistes, comme disait M. Codebay, le rôle du journaliste, il ne va pas changer à travers le temps. Ce qui change, c'est les outils qui traversent son métier. Et le passage intéressant de l'usage de Twitter intensif par les journalistes, autant pour prendre de l'information que pour la diffuser. Aujourd'hui, on voit que LinkedIn se développe de façon extrêmement rapide, aussi pour donner la parole à des experts. On part du principe que LinkedIn va être plus fiable aussi, parce qu'on peut mieux vérifier qui est derrière un profil LinkedIn. Et je pense que l'intelligence artificielle, avec ces formules propriétaires où on aura l'information sourcée, va aller dans ce courant-là. Développement de LinkedIn, développement d'intelligence artificielle au pluriel qui sont bien sourcées. Et là, les journalistes pourront reprendre là où ils s'étaient arrêtés de faire leur métier quelque part. Hein, vont pouvoir, et la formation évidemment dans ce contexte-là, elle est essentielle. On a une
avec son accent, monsieur. Oui, s'il vous plaît, merci. Français, c'est comme un long matinée, mais je vais essayer ça en français. Merci beaucoup, parce que c'est la première salle où les discours de logiciels libres et aussi la critique des Réseaux sociaux. sociales, c'est ça. Et je m'appelle Paul, je suis d'Autriche, dans une ONG qui s'appelle ICT4D.at. Et je suis ingénieur, et à mon avis, c'était vraiment correct, mais le problème, c'est que les journalistes doivent commencer à utiliser les logiciels libres, parce que vous avez déjà perdu contre les sociaux-sociaux, et maintenant vous voulez continuer avec l'intelligence artificielle, mais vous n'êtes pas en contrôle avec ces technologies. Il y a des sociaux-sociaux de logiciels libres qui s'appellent Mastodon par exemple. Et si vous voulez continuer sur LinkedIn, le problème va juste continuer. Chaque journaliste, chaque journal pourrait créer un Twitter et vous êtes en contrôle avec l'algorithme, avec les données, vous êtes vraiment des personnes qui sont en contrôle. Et ça, c'est quelque chose aussi pour l'Afrique, parce que en Europe aussi, parce que nous ne sommes pas en contrôle avec la technologie. C'est la Chine et les États-Unis qui sont en contrôle, qui décident les nouvelles qui sont dans notre timeline. Mais il y a des alternatives et on doit arrêter d'utiliser des logiciels fermés et commencer avec Mastodon et des choses comme ça. C'est vraiment une solution qui existe déjà aujourd'hui. C'est vraiment... Reprendre le contrôle avec des logiciels libres, continuer l'exercice d'un métier dans les règles de l'art à travers les changements d'outils, utiliser des intelligences artificielles au pluriel qui ont des sources attribuables. Voilà, je crois qu'on a du pain sur la planche et on arrive à la conclusion de cette session. Je vous propose d'applaudir nos... Bravo. Merci beaucoup. Merci. Et n'hésitez pas à rester en contact.